T'es prêt, man? Yeah, je suis prêt. Let's get this show on the road. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 1 du Grand Rattrapage. Je suis votre hôte, William Fradette, accompagné de mon co-hôte. Justin Bélanger. Bonsoir, Will. Salut. Donc, pour ceux, en fait, qui ne le savent pas, parce que c'est l'épisode 1, je vais commencer un peu en expliquant c'est quoi la gimmick du podcast puis qu'est-ce qu'on vient faire ici. Donc, Justin et moi, on a fait une liste de 10 jeux, des jeux desquels on voulait discuter, auxquels on voulait jouer. Et la seule règle pour bâtir notre liste, c'était qu'il fallait que ce soit des jeux auxquels on n'ait jamais joué. Donc, genre de weird list, des jeux qui nous fascinent assez pour en faire un top 5, mais qu'on n'a jamais vraiment pris la peine de jouer depuis 30 ans. Et puis, c'est ça, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez dès maintenant aller écouter l'épisode 0, qui est un genre de pre-show, pre-game qu'on a enregistré la semaine passée. Puis on parle un peu plus du concept, de pourquoi on fait ça, blablabla. Mais surtout dans l'épisode 0, on révèle c'est quoi les 10 jeux en disant pourquoi on a choisi ces jeux-là, puis des petites anecdotes derrière, puis tout ça. Et donc, voilà, à la fin du dernier épisode, l'épisode 0, on a tous mis les noms de ces jeux-là sur des petits bouts de papier qu'on a mis dans une boîte et on a pigé le premier jeu auquel on allait jouer, jeu auquel on a joué depuis une semaine. Puis on a fini. On l'a fini aussi. Qu'on a fini, qu'on a chacun fini. Et ce jeu était Shadow of the Colossus, un classique du PS2 sorti en 2005, remasterisé en HD au PS3 en 2011, refait de fond en comble en 2018 pour le PS4, 91 de score Metacritic, 7 heures à battre selon le site howlongtobeat.com et dont la meilleure speedrun en date d'aujourd'hui est de 58 minutes 30. Ouch! Ouais. Fait que les grosses stats. Justin, avant de rentrer dans la viande du review, peux-tu juste me dire, mettons, par rapport à ce à quoi tu t'attendais, qu'est-ce qui est arrivé avec Shadow of the Colossus? Qu'est-ce que t'as découvert? Écoute, parce que là, je vais y aller spoiler free, mais l'idée quand même, c'est que vu qu'on a fini le jeu, on va y aller de fond en comble, right? Fait que For sure. Les gens devraient savoir tout de suite que s'ils s'attendent à pas se faire révéler de punch, ils vont être déçus, là. Parce que je vais tout divulgacher, là. Parce que j'en ai beaucoup à dire sur ce jeu. Divulgacher, ok, le lingo professionnel. Je veux pas que l'OQLF rentre dans ce podcast-là là, avant l'épisode 2. Là. fait que... écoute, Shadow of the Colossus, je connaissais bien le jeu, je connaissais bien le concept. J'y avais jamais joué, j'avais jamais vu du monde jouer à ce jeu-là. Puis je m'attendais parce que j'ai déjà joué à Ico. Puis j'ai regardé du monde jouer à Last Guardian, qui sont tous les jeux de la même gang. Puis ce qui revient souvent, c'est que c'est des très beaux jeux, mais que l'espèce de... genre, le contenu est vraiment cool, mais le contenant, des fois, il y a des petites cracks. Puis moi, c'est beaucoup ça qui m'a travaillé dans Shadow of the Colossus. Je m'attendais à un jeu incroyablement beau, done, incroyablement envoûtant, atmosphérique, done. Mais est-ce que c'était smooth? Non, là, je pense que c'est là que j'ai trouvé ça un petit peu plus raide, là. Mais, ok, fait que t'es quand même rentré avec plus de connaissances que moi. Moi, j'avais pas joué à Ico, qui est comme pas le... Shadow of the Colossus, c'est pas la suite de Ico à proprement dit, mais ça se passe comme dans le même univers, ou en tout cas, il y a comme un lien lousse entre les deux, est-ce que je peux comprendre? Là? Ben, dans les trois jeux se passent dans le même univers, techniquement. La seule confirmation qu'on a, c'est que Shadow of the Colossus, c'est une prequel de Ico. Ça suit pas nécessairement dans un ordre narratif, mais dans un univers commun, ça suit. Puis il y a même des Easter eggs dans le PS4 qui laissent sous-entendre que ça se passe dans le même monde, parce qu'il y a des éléments de Ico qui apparaissent, puis il y a des éléments de Last Guardian qui apparaissent. Qui ont comme caché seulement dans la version PS4. Qui est celle qu'on a jouée d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas joué à celle du PS2, on n'a pas joué à celle du PS3, on a joué les deux à celle du PS4. Il faut savoir aussi que Shadow of the Colossus, c'est un jeu que moi j'avais proposé pour la fameuse liste des 10. Puis si on regarde la description que j'en ai fait pendant l'épisode 0 du jeu, ce qu'on a joué, c'est exactement ce que j'ai décrit, mais c'est pas pantoute à ça que je m'attendais. Ok. Comme finalement, je m'attendais à quelque chose, c'est weird à dire, mais avec beaucoup plus de lore, genre, puis de world building.
Là, on a quelque chose d'extrêmement stripped down. Comme, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a comme des liens à faire avec ce jeu-là, puis comme Zelda, puis c'est comme beaucoup plus loin d'un Zelda traditionnel que ce que je m'attendais. Je pense que la meilleure manière d'expliquer un peu l'expérience que j'ai eue, puis un peu les étapes que j'ai franchies dans ma compréhension du jeu, c'est d'expliquer le début du jeu. Ouais. Donc, le jeu commence par une cinématique de comme 2-3 minutes où tu vois un personnage inconnu qui traverse des grands paysages fantastiques, il traverse ça à cheval. Et puis, il arrive finalement dans un genre de grand temple un peu en décrépitude, un genre de truc en pierre ancien qui n'a pas été habité depuis des milliers d'années, mettons. Puis, une fois arrivé là-dedans, on se rend compte que sur son cheval, il y a comme un corps qui est là, quelqu'un qui est comme mort, basically. Une jeune fille, il la dépose sur un genre d'autel en pierre. Une fois qu'elle dépose, il y a une voix qui se met à lui parler, une genre de voix un peu de Dieu, tu sais. D'une entité qui s'appelle Dormin. Et puis là, Dormin lui demande « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit gars? » Et le petit gars qui s'appelle Wander, mais ça, j'y reviendrai au nom, là. Et donc, Wander dit qu'il est là parce que cette fille-là est morte. Et puis, il a entendu dire que dans ce pays-là ou ces terres oubliées-là, on pouvait ressusciter les morts. Dormin est comme pas certain, mais quand il voit que Wander a une genre d'épée légendaire ou mythique, magique, je sais pas trop quoi, il dit « Ah, mais avec cette épée-là, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. » Puis il lui explique que dans le temple, il y a 16 genre statues qu'il faut détruire pour lui permettre de ressusciter la fille. Puis il lui explique que pour détruire ces statues-là, il faut aller... On peut pas juste les détruire directement, il faut comme aller tuer des monstres dans cette terre-là qui sont associés à ces 16 statues-là. Et que dans le fond, ça va être ça, ta quête, ça va être d'aller détruire ces 16 statues-là. Fait que là, tout ça se passe dans l'espace de comme 3 minutes. Là. Ça va très très vite, puis t'es pitché direct dedans. Tu prends contrôle du personnage, tu te diriges vers le premier de ces monstres-là, le premier Colossus. T'as une genre d'épée que quand elle monte en l'air, il y a comme un... Quoi, excuse? Il y a une comme d'épée boussole là, qui te montre exactement où est-ce qu'il faut que tu ailles, puis que tu lèves à chaque fois que tu veux savoir où est-ce qu'il faut que tu ailles. Exactement. Fait que comme tu rentres vite dedans, puis le premier monstre agit un peu comme un genre de tutoriel en même temps. Fait que t'apprends comme comment te déplacer, comment grimper, comment aller rejoindre ce monstre-là. T'arrives, il y a un genre d'immense minotaure comme... vraiment impressionnant la première fois que tu les vois. Ces monstres-là sont vraiment grands, surtout au PS2. Le monde, il devait capoter des genres de contrastes d'envergure comme ça. Fait que là, tu tues le monstre tombe à terre. Il y a des genres de serpentins de fumée noire qui sortent du monstre. Il touche, ça a l'air comme de te tuer. Là, finalement, tu te réveilles, t'es de retour dans le temple. Puis là, Dormin dit « Bien joué ». Le deuxième monstre à tuer va être à tel endroit. Puis encore une fois, il te donne une genre de charade pour te dire ça va être où. OK, tu sors ton épée, l'épée te montre un peu ça va être où, tu y vas, tu le tues. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis tu le fais 16 fois. Fait que toi, ça t'a pris combien de fois avant de te rendre compte ce qui allait se passer ou de te mettre à te poser des questions? Parce que moi, après 4 fois, j'étais comme, OK, guys, attendez, là, what's up ici, là? C'est tellement straightforward. En toute honnêteté, au début, en plus, j'ai pas compris, là. Tout le long que j'ai joué à ce jeu-là, je me suis pensé à qu'est-ce que ça aurait été mes réflexes par rapport à ce jeu-là si j'avais joué au PS2 versus à maintenant, moi qui joue au PS4, tu sais. J'étais arrivé, j'ai skippé le cutscene du début. J'ai dit « Waouh, c'est tellement beau et grand. » Puis là, je me suis mis à galoper pendant 45 minutes. Puis à un moment donné, j'étais comme « Je sais pas où il faut que j'aille. Je sais pas comment me rendre. Sont où les monstres? Sont où les gros géants? » Puis là, j'ai compris après que l'épée servait à faire un symbole. Fait que je suis revenu jusqu'à la case départ pour finalement faire comme « Ah, fallait que j'aille là. » Fait que, tu sais, parce que c'est quand même un monde très vaste qui est finalement limité avec justement comme tu fais tout le temps ces actions-là ultra précises, back to back.
Tu tues un monstre, ça te ramène tout le temps à la case départ. Puis là, il y a Dorman qui dit Yo, good job, il y en a un autre. Puis lui, il vole. Lui, il est dans de l'eau. Lui, il est au fond d'une cave. Puis là, t'es comme ah ouais, ok. Puis là, finalement, tu te rends là. Puis c'est juste massif. Mais la manière dont le jeu est fait, le moment pour se rendre jusqu'au Colossus, c'est pas le tableau. Le tableau, si on parle en termes de structure de jeu traditionnelle, le tableau, c'est le boss. Qui sont ces Colossus-là? Que tu escalades, puis que tu trouves des tricks pour essayer de te rendre à leur point faible, qu'il y en a 1, 2, 3. Je pense pas qu'il y en a 4, mais en tout cas, fait que tu te rends ces points faibles-là d'une manière ou d'une autre en grimpant sur leurs poils pour aller les tuer, tu sais. C'est ça, puis c'est un peu ça que je voulais dire, moi, par prise de conscience, c'est que moi, ça m'a pris comme 4 boss avant de me dire OK, attends, on va prendre une pause, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que je viens de traverser cet immense territoire-là une couple de fois, puis j'ai vu personne d'autre, aucun autre ennemi. Non seulement il y a personne d'autre, mais il y a comme pas aucun signe de vie ou d'impact que des X, Y, Z personnages auraient pu avoir sur le monde, pas depuis des dizaines de milliers d'années. Je veux dire, tu vois des ruines, mais c'est des trucs très, très anciens, tu sais. Puis, fait que ça venait vraiment comme à l'encontre de ce que je suis habitué pour ce genre de jeu-là, où est-ce que oui, des fois, ça va commencer par comme un circuit un peu fermé avec un gros boss, un gros ennemi au tout début du jeu, un peu pour te mettre dedans, puis ça va peut-être setter des personnages ou un bout de l'histoire pour le reste, mais après ça, ils vont plus te lâcher là, ça va devenir plus calme, tu vas découvrir le monde, le lore, tu vas découvrir d'autres personnages, puis tout ça, puis moi, ça a fait en sorte qu'après justement 4 Colossus qui prennent à peine comme 1h30, j'ai dit comme ok, attends, là je vais arrêter de faire d'aller directement où est-ce que Dorman me dit d'aller, puis je vais comme juste me promener. Fait que j'ai pris mon cheval, j'ai fait le tour de toute la map, presque en comme 1 heure, pour me rendre compte que, ok, oui, effectivement, le monde est absolument vide. Il n'y a aucun autre ennemi, aucun autre personnage, aucun autre rien. Rien vraiment à voir, tu sais, sauf, mettons, des beaux paysages qui sont super beaux. Pas non plus aussi de classiques de classiques spots Zelda où est-ce que clairement des espaces sont comme hors de portée en ce moment jusqu'à temps que tu trouves un autre item ou quoi que ce soit. Puis c'est là que j'ai compris comme ok, non, c'est ça le jeu, genre. C'est 16 boss back to back puis that's it. Puis très stripped down. Il n'y a pas d'inventaire avec des items ou whatever. T'as une épée, ça c'est ton épée, puis t'as un arc, infini flèche. On va même pas commencer à se fâcher avec des flèches. On se casse même pas le basic, là. Il y a juste infini flèche. C'est ça. C'est pas de question. Le Wonder, il y a infini flèche. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est de tirer des flèches. Fait que c'est ça. Fait que finalement, au début, j'étais comme... Ça commençait à me gosser. Je commençais à trouver ça long pour que ça parte. Mais quand tu t'acceptes le fait comme... OK, non, c'est une liste de 16 boss. Ils ont chacun leur gimmick. T'arrives, c'est des monstres immenses, puis à chaque fois, il y a comme une petite partie puzzle où est-ce que tu dois trouver une manière de un peu les ramener à ton niveau, ou en tout cas les mettre dans une position qui va te permettre de monter sur eux. Puis là, sur leur corps, ils ont des genres de points vitaux, des points comme des runes bleues qu'il faut que tu ailles frapper avec ton épée, puis c'est comme ça que tu les tues. Puis quand ils tombent, ben, t'es téléporté back au temple, puis tu t'en vas au prochain, tu sais. T'as-tu trouvé ça... Est-ce que t'as trouvé le jeu facile? Ça, c'est un des problèmes que j'aurais avec le jeu, c'est que c'était trop facile, ouais. OK. Comme aucun de ces boss-là... En fait, trop facile dans le sens où, comme je disais, à chaque fois, il y a comme un petit trick, une petite gimmick qu'il faut que tu trouves avec ces boss-là pour les tuer. Un peu comme, encore une fois, puis je reviens encore à ça, un peu comme les classiques boss de Zelda où est-ce qu'il faut que tu stun, puis là, ils sont par terre, puis là, tu y vas, puis tu cours, puis tu frappes son œil, genre, tu sais. Puis j'ai eu l'impression que ces gimmicks-là, soit ils étaient vraiment obvious, ou soit ils étaient assez compliqués, puis comme semi-impossible à figure out,
qui sont obligés de te donner des indices parce que pendant que tu te bats, si ça fait un bout qui s'est rien passé puis que t'as pas comme progressé au prochain niveau du boss, Dormin, il te donne des indices, tu sais. Comme s'il te parlait télépathiquement. Puis ça, c'est tellement pas dans le vibe du reste du jeu que lui, il vient de te donner des conseils télépathiquement que je suis comme, wow, ça a aucun rapport avec le jeu. C'est sûr qu'à la fin, ils ont fait, fuck man, il y a des spots où c'est impossible, il faut qu'on donne des hints. Puis comme, parce que, comme, tout le reste du jeu est tellement bare bones et stripped down, il te prend tellement pas par la main que d'avoir intégré des conseils comme ça, c'est comme... En même temps, est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, cet aspect-là, où est-ce que Dormin te dit voici comment le tuer, ça fait pas aussi partie de lui, son espèce de plan un peu plus sombre, tu sais. Parce qu'il est vraiment, tu sais, c'est vraiment très insistant quand même, là, les trucs, même un petit peu trop à la longue, là. Moi, des fois, j'étais vraiment tanné qu'ils me disent comment le faire quand je comprenais comment le faire, puis il te le répète ad nauseam, là. Il arrête jamais de le répéter, peu importe. Tant que tu restes dans le boss, il va continuer à te répéter. Puis je trouvais ça comme, quand justement, il y a eu l'espèce de shift, où est-ce que je me suis dit, ok, il y a anguille sous roche. Toutes ces espèces d'indications-là, je trouvais que c'était comme yo, tue-le, genre. Comme vas-y, faut que tu le fasses. Voici comment, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'espèce de solitude que le jeu apporte, ça c'était un peu weird. Surtout que c'était pas comme genre. C'était pas comme genre vaporeux, là. Tu l'entendais vraiment bien. C'était vraiment comme tu l'entendais résonner comme si c'était dans ta tête, tu sais. C'était pas comme genre une espèce de songe un peu onirique, là, tu sais. C'était vraiment genre, OK, monte plus haut, t'atteindras pas son point vital le même. T'abdis là-dessus. Son épée, son armure a l'air fatiguée. Arrange-toi pour que ça tombe, nanana, etc., tu sais. Pour continuer avec Zelda, moi, l'impression que j'ai eue de ce jeu-là, c'est que c'est comme Breath of the Wild, mais avec rien. C'est juste comme... Et Breath of the Wild qui était déjà... Je veux pas dire vide, mais qui était vraiment vide comparé aux autres Zelda précédents, tu sais. Puis il y a clairement une immense influence de Shadow of the Colossus dans Breath of the Wild. Autant au niveau du gameplay que même du art design. Mais l'influence va des deux bords parce que ça, c'est un Zelda avec tous les éléments superflus enlevés puis uniquement les boss qui ont été gardés. Fait que je dirais pas que Breath of the Wild a nécessairement copié Shadow of the Colossus, même si clairement il y a une influence. Mais non, c'est ça. Si tu te mets à dire que le Colossus, c'est un donjon, it all makes perfect sense. Puzzle, donjon, la fin, c'est... Tu bats le boss, tu sais. C'est juste que c'est combiné dans la même pièce. Puis c'est ça qui est vraiment très intéressant de Shadow of the Colossus, c'est que c'est un seul et même entité qui est l'ennemi, le chemin pour s'y rendre. Tu sais, c'est comme... C'est les puzzles, c'est le puzzle, c'est comme toutes les gimmicks d'un jeu mis ensemble dans un gigantesque personnage. En tout cas, moi ça m'a vraiment... Ça m'a frappé l'imaginaire quand même, là. Tu sais, pour un jeu qui est sorti au PS2 en plus, là, tu sais. C'est sûr que quand on le contextualise comme ça, c'est vraiment impressionnant. Non seulement, comme je disais, au PS2, de voir des monstres aussi gros que ça, qui pouvaient être comme escaladés, puis qui bougeaient, puis qui se battaient, ça devait comme vraiment frapper. Mais en plus, c'est sûr que en 2005, ce genre de jeux-là qui ont comme vraiment une intention comme atmosphérique, philosophico-réflexion, c'est sûr que c'était très nouveau, tu sais. Si tu regardes, là, j'avais trouvé la page Wikipédia des jeux les plus comme les mieux cotés en 2005, là. Ouais. Puis c'est sûr que Shadow of the Colossus, il est tout seul dans sa gang, là, tu sais. Puis mais pour revenir un peu au boss puis au design des puzzles, c'est juste que j'ai souvent eu l'impression qu'il y aurait pu avoir plus, tu sais. Vers la fin, je me souviens plus c'est lequel, c'est le 14e. C'est un genre de lion dans un genre de cité Inca en décrépitude, là. Puis lui, c'est comme vraiment plus complexe in some ways comment le battre. Tu utilises l'environnement, tu te déplaces genre de colonne en colonne. Le lion essaie de t'attaquer, fait qu'il fait tomber les colonnes. Tu utilises ça pour un peu l'attaquer lui. Puis ça, j'ai trouvé que ça... On essayait autre chose, puis on utilisait l'environnement. Contrairement à d'autres qui sont juste comme, ben, tire-le dans le genou, genre, il va comme s'agenouiller, puis là, tu peux le frapper, tu sais. Ouais. C'est vrai que lui, il a une gimmick full intéressante.
mais c'est quand même une copie d'un autre des boss avant, qui est le boss sanglier, où est-ce que faut aussi que tu t'arranges pour que ce boss-là, il fonce sur une tour, sauf que cette fois-ci, ça fait tomber un bout de bois en feu qui te permet de le faire reculer pour qu'il tombe d'une falaise. Là. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Ouais. Ça, je l'avais trouvé vraiment très cool, parce que ça aussi, c'était une excellente... parce qu'il était plus petit, déjà, là. Il est genre comme à peu près de notre taille, mais juste comme si on se battait comme un rhinocéros, mettons. Là. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apporter. En plus, il y avait un item. Là. Ça, c'était comme la première fois du jeu où est-ce que tu ramassais de quoi à terre puis que ça servait à quelque chose. Puis j'étais comme, ok, j'ai un troisième. En fait, c'est même la seule fois du jeu, je pense, que tu utilises un item qui est ni l'arc, ni le... Puis moi, ce que j'ai trouvé drôle avec l'épée puis l'arc, c'est que l'épée, quand tu cliques sur carré, tu peux donner comme des coups d'épée comme si tu te battais avec. Puis au début du jeu, t'as l'impression que ça veut dire qu'un mané, il va y avoir de la bataille, genre, il va y avoir de la chicane. Mais finalement, de tout le jeu, il y a aucune raison de jamais soigner l'épée autre que quand t'es sur le monstre puis t'arrives sur le point précis où est-ce qu'il faut que tu le frappes puis tu peux le frapper. Sauf... Il y a un genre de monstre sur lequel il faut que tu montes sur sa tête, puis il y a une couronne faite en dents. Oui, là, tu dois taper les dents avec ton épée pour un peu diriger le monstre puis l'amener vers une autre genre de tour. Fait que là, tu dois utiliser l'épée, mais sinon, il n'y a aucun moment dans le jeu où tu dois soigner ton épée. Fait qu'il y avait comme un mislead un peu dans les... J'adore que toi aussi, t'as décidé que c'était des dents. Parce que moi aussi, je trouvais que ça ressemblait à des dents, mais je pense que c'est juste des rushs, mais moi j'appelais ça les dents, parce que je l'ai streamé le jeu, là. J'ai fait un énorme stream, puis j'appelais ça des dents, puis les gens ils disaient c'est pas des dents. J'étais comme oui, on dirait un dentier sur sa tête, tu sais. Ah ouais, le design de ce monstre-là qui est là. Attends, j'ai tout ici. T'as la liste? Combien? Numéro 12. Ouais, lui il était vraiment très cool. Ouais, le design de ce monstre-là, tu vois qu'ils sont vraiment laissés aller, puis comme... C'est un genre de tortue / des genres de défense de mammouth qui tire des lasers. Qui tire des lasers avec une genre de couronne faite en immenses dents, genre, mais pas des dents comme... Pas des canines ou des dents de dragon, là. C'est comme des grosses molaires dégueu pleines de mousse, genre, parce qu'il vit dans l'eau aussi. Très wild. Mais ouais, le design des créatures, le design des Colossus en général est freaking intéressant. Il y a une liberté là, à quoi ils ressemblent. Puis, même à travers les 16, ils ont réussi à avoir une variante. T'sais. Il y en a qui sont dans le sable, il y en a qui sont dans l'eau. Mais vraiment, moi, mes coups de cœur, ça a été sûr où est-ce que tu te retrouves dans le ciel. Ça, c'était vraiment les moments où est-ce que j'étais vraiment le plus omnubilé par le jeu. Tu sais, comme quand il fallait que tu réussisses à sauter sur le phénix. Là, je pense que c'est comme un des premiers. Peut-être le quatrième, je pense. Qu'il faut que tu t'arranges pour qu'il descende du ciel, puis que là tu jumps sur son aile, tu t'accroches, puis là il swoop up, puis là tu te sens vraiment petit à ce moment-là, puis t'es comme genre ok, je peux pas tomber, tu sais, sinon je meurs. Ça c'était vraiment une belle expérience que j'avais aussi pas tant fait, t'sais. Grimper sur des parois, ça on le fait dans beaucoup de jeux, mais là vraiment comme grimper sur un gigantesque oiseau, let's go. Ouais. Ça prend vraiment un autre scale, puis c'est déjà au début, t'es comme wow, ok, c'est des monstres immenses, puis genre je deal avec ça. Puis quand t'arrives à lui, t'es comme ok, attends, c'est un oiseau. Puis là, tu sautes dessus, puis il se met à voler, puis l'effet, il est super bien. Là. Oh, genre, il vole, puis ça va vite, t'as l'impression qu'il fait fret. Puis en plus, c'est que tu voles au-dessus d'un lac, fait que ça a l'air encore plus comme désert, puis comme un monde vraiment hostile, parce qu'il y a comme nulle part où tu peux vraiment t'accrocher, il y a juste des petits bouts de terre, là, tu sais. Puis parlant de ça, man, what's up avec l'animation de nage? Qui est une... la nage, c'est un genre de mix entre la nage papillon puis le petit chien, genre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Le gars, il sait pas du tout nager. Là. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est long, là. Puis des fois, t'as des longues étendues d'eau à traverser, là. Puis t'es genre... Ouf, ok, lâche pas, Wonder, là, t'es capable, là. Mais vraiment, là, il y a pas eu... Il y a pas eu de petit... Il y a eu un petit cours de crawl, là, ça y aurait pas fait du tort, là. Mais, ouais, non. Mais pour pallier à ça, le poil dans le jeu... Ouais. Tu sais, je sais pas si t'étais allé aussi comparer... Moi, je suis allé comparer beaucoup de scènes avec ce que ça ressemblait au PS2, au PS3 puis au PS4. Puis un des affaires qui est nettement mieux puis qui apporte vraiment de quoi au jeu. Parce qu'il y a des affaires que je trouve que dans le PS2 apportaient de quoi au jeu, puis je vais en reparler, tu sais. Comparativement à la version ultra... qui a été méga raffinée de la version PS4. Mais le poil, ça, c'est vraiment hot. Tout le long, à chaque fois... Tous les géants, d'ailleurs, ils ont du poil. Ouais, puis
pour ceux qui comprennent pas l'histoire du poil, c'est parce que les sections du géant sur lesquelles tu peux grimper, c'est ces sections poilues. Fait que ça va faire partie ça va faire partie du design du puzzle. Tu vas pouvoir monter, mettons, sur son bras, mais à un certain moment, il y a quelque chose qui va t'empêcher de monter. Soit il y a comme un morceau d'armure ou je sais pas trop quoi, tu pourras plus monter. Fait qu'il va falloir que tu sautes sur son torse ou l'inverse. Fait que tu montes tout le temps sur le poil des bêtes. Ou des fois, dans leurs armures, ils ont comme des spots où tu peux t'accrocher. Là. Mais c'est vraiment... tu cherches le poil quand t'arrives devant le boss. Ça, je trouve ça particulièrement drôle de tout le temps devoir trouver le petit patch poilu. Mais ouais, t'as raison, c'est vraiment bien fait. Puis ce qui est bien fait aussi, c'est quand les monstres se débattent, puis là, toi, tu te mets à swinguer d'un bord puis de l'autre. Ouais. Heureusement, le jeu fait en sorte que tant que tu tiens R2, t'es accroché puis tu vas jamais tomber. Ouais. Mais tu swings genre vraiment fort, puis même tu swings d'une manière qui est comme la physique de tout ça est vraiment réaliste puis bien faite, là. Ouais, c'est réaliste, bien fait, ça. Mais après, les bouts où est-ce que tu marches dessus puis que ça te fait perdre ton équilibre parce qu'il décide de se débattre ou qu'il y a une bourrasque devant. Oh, ça, j'ai trouvé ça très intense, là. Tu sais, je sais pas, tu sais, comme quand ils titubent. Parce que souvent, tu vas te promener sur plein de parois sur les monstres pendant qu'ils décident d'essayer de te shake off, tu sais. Puis souvent, je tombais, puis je comprenais pas trop pourquoi je tombais ou qu'est-ce qui se passait. Tu sais, j'avais de la misère, des fois, à saisir exactement qu'est-ce qui faisait que tel mouvement du monstre faisait en sorte que j'allais tomber, tu sais. Ouais. Fait que en cas de doute, R2, tu t'accroches, you're good to go, mais avec la stamina très limitée, on dirait que les premiers, ça gossait un petit peu plus, puis rendu à la fin, t'as tellement... Parce qu'à chaque fois que tu tues un Colossus, ça te rajoute de l'énergie, tu sais. Fait que rendu à la fin, il n'y a plus vraiment de problème à ce niveau-là, là. Ouais, moi, j'ai comme pas tant eu ce problème-là parce que je pense que j'étais plus chicken puis j'étais plus rapide à peser sur R2 puis à juste m'accrocher puis à attendre qu'il arrête vraiment qu'il arrête de bouger. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qu'on peut pas passer sous silence qui est le réel ennemi de ce jeu-là, qui est pas un des 16 Colossus, qui est pas Dormin, mais qui est la caméra, man. Tabarouette que ça va pas bien, la caméra. Je veux dire, c'est for sure, peu importe ce qu'on peut dire sur le jeu, ouais. Qui est bare bones ou qui est minimaliste ou whatever, puis genre c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu facile, c'est-tu pas facile. C'est un jeu qui serait pour moi très tough à recommander à quelqu'un uniquement à cause de la caméra, qui est horrible, puis qui rend toute l'expérience du jeu pas mal plus fastidieuse puis tough que nécessaire. Ouais, 100%. Puis au PS2, là, je veux dire, ils pouvaient peut-être s'en tirer en disant ah ouais, on commençait à comprendre comment faire de la caméra comme ça, free roaming puis tout. Mais au PS4, c'est inacceptable. Ça tient quasiment de la mauvaise foi. Non, mais c'est ridicule. Puis en plus, le jeu au PS4 est un remake from the ground up, vraiment, fait par Bluepoint Games, qui est un studio de jeux vidéo qui fait uniquement des remakes comme ça, mais de très haute qualité, très haute fidélité. Ils viennent justement de faire Demon's Souls pour le lancement du PS5. Puis ceux qui sont occupés de faire le remake de Shadow of the Colossus pour le PS4, qui, selon tout le monde, est un remake ultra fidèle puis de très haute qualité. Ils ont décidé de garder le même système de caméra. I guess que ça en fait un remake encore plus fidèle, mais c'est ridicule. Ouais. T'es tout le temps en train de te battre avec la caméra. Tu vois jamais vraiment ce que tu veux voir. La caméra essaie toujours de se placer à des places pour faire des shots genre vraiment épiques de film, mais qui font en sorte que tu comprends finalement pas vraiment ce que tu fais quand tu cours à cheval. La caméra essaie de se placer très loin derrière toi et très basse pour avoir comme une vue d'ensemble du paysage. Mais la caméra est finalement plus basse que ton personnage sur le cheval. Fait que tu vois moins du paysage ou moins où est-ce que tu t'en vas que si tu étais actually sur le cheval. Ah ouais, c'est ça. Puis comme tu vas être complètement décadré sur le dernier boss, le 16e, qui lui est une espèce d'immense tour sur laquelle tu dois monter, qui est comme au moins 2 fois plus grande que toutes les autres Colossus. C'est la nuit, il pleut, puis genre, ce boss-là, c'est juste du guesswork, là.
Genre, Ouais. tu vas le rater tellement de fois, tu vas retomber en bas juste parce que la caméra combinée à la pluie puis au fait que c'est la nuit, tu vois juste pas ce que tu fais, tu vas sauter à quelque part qui c'est pas là qu'il fallait que tu sautes puis tu vas retomber jusqu'en bas. Et ça, évidemment, couplé au contrôle, j'ai vu autant de gens, puis depuis 2005, chialer sur la caméra que les contrôles. Puis c'est vrai que les contrôles sont comme auraient besoin de love, mais la caméra, c'est l'enfer. Jasmine, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? 100%, man. Puis c'est parce qu'en plus, tu te retrouves dans des endroits très exigus, des fois, sur les géants. Fait que là, ils essayent de zoom in sur toi, mais te montrer tout le truc. Fait qu'à un moment donné, la caméra, elle fait juste comme... À part. À part, puis tu la perds. Puis là, t'es juste comme, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Ou genre, elle rentre dans le géant, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je suis? Tu sais. Mais couplé, justement, avec les petits problèmes de contrôle, puis certaines finesses dans les escalades par moment... Hey, honnêtement, ça en fait un jeu qui peut être par moment ultra frustrant. Moi, je peux quand même rage assez facilement dans un jeu, surtout quand c'est pas parce que le degré de difficulté est élevé, c'est vraiment quand le jeu en tant que tel me met des embûches parce que il est fait d'une manière qui fait en sorte que c'est juste plus difficile. La caméra rend juste tout plus difficile pour aucune raison, tu sais. Parce que techniquement, c'est pas si difficile que ça, ce jeu-là. Non, c'est ça. Mais ça, c'est le vrai ennemi, tu sais. Genre, à la fin, faut que tu jumpes avec le cheval un pont. Puis je sais pas combien de fois je l'ai fait. C'est le truc que j'ai essayé le plus souvent dans le jeu. Parce que tu jumpes avec ton cheval, puis soudainement, la caméra, elle va dans un autre angle. Fait que là, t'essayes de revenir sur tes pas en tournant le joystick, puis tu tombes en bas. Puis là, à chaque fois que tu meurs, ben, il faut que tu reviennes au dernier checkpoint, puis que tu retournes le faire. Parce que quand tu meurs au moins à un Colossus, le checkpoint, c'est au début du Colossus. T'as pas besoin de retourner le voir. T'es là, tu y vas, allons-y. Mais cette drop de pont-là, puis tu tombes vraiment longtemps avant que le jeu réalise que t'es en train de mourir, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu vois juste le fond, ton bonhomme écrasé dans le fond, puis là, il fait « Oh, t'es mort », puis là, il te ramène. Le meilleur bout, à un moment donné, il y a pas trop de glitch dans le jeu, au moins, là, mais je suis tombé là avec mon cheval, puis on est resté droit, sans tomber. Là, j'ai juste fait comme je sais pas trop quoi faire. J'ai débarqué du cheval, puis moi, j'ai tombé, puis mon cheval, il est resté accroché dans les airs. Mais ouais, non, fait que ça, ce bout-là... je le savais, il y a du monde qui m'avait dit, comme tu vas voir, il y a un dernier embûche avant le boss de fin qui est plus tough que le boss de fin. Effectivement, moi, ça a été plus tough, ça, que le boss de fin. Moi, le bout du jeu où la combinaison caméra-contrôle a été la plus infernale, là, puis je l'ai noté, là, c'est contre le boss, il faut que j'y compte, là, attends. Là. C'est contre le 10e boss. Puis là, by the way, parenthèse, je les identifie tous avec un chiffre, le premier, le deuxième, le 10e, le 16e, parce que dans le jeu, c'est tout ce qu'ils te donnent. Ouais. Si tu vas sur le wiki, ces boss-là, ils ont des noms, mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que ces noms-là, c'est des noms que les fans se sont mis d'accord dessus. Mais si tu t'en tiens au lore que le jeu te fournit, ces boss-là ont aucun nom, ils ont juste des numéros, genre. Fait que ça, c'est le 10e, dont le nom, le fan nom est genre Dirge ou Dirge ou je sais pas trop quoi. Ok. Je sais pas comment qu'il le nommerait, là, mais qui est en fait, bon, whatever. C'est un genre de serpent de sable, ok? Puis t'es comme dans une grotte souterraine qui est remplie de sable. Puis là, t'as ce genre de serpent un peu Dune-esque là qui se promène. Puis l'idée, c'est que t'es en cheval, tu vas te promener en cheval, puis lui, un mané, il va comme se mettre à te suivre. Il va comme pourchasser le cheval. Et donc, quand il pourchasse le cheval, il se met comme à la surface du sable, fait qu'il devient comme vulnérable. Puis, tu dois tirer une flèche dans son œil pour comme le stun. Une fois qu'il est stun, tu peux monter sur son dos puis frapper son genre de point vital, tu sais. Aïe, 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 bro. OK, check ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment que les contrôles sont faits, quand t'es sur le cheval... Tu dois peser sur triangle pour avancer, OK? Fait que tu tapes sur triangle une couple de fois. Puis, une fois que t'es rendu comme au galop, à la vitesse maximale, mettons, tu gardes ton doigt sur triangle, puis
puis ton cheval, il est quasiment sur autopilote. Tu sais, même quand tu te déplaces dans des petits ravins, des petits espaces plus exigus, tu touches même pas au joystick, tu fais juste garder ton doigt sur triangle, puis le cheval, il va comme trouver le chemin. Puis si des fois, tu arrives à des embranchements, tu sais juste donner un petit coup à gauche, un petit coup à droite, puis il va partir là, tu sais. Fait que là, toi, tu te fais courir après par cette espèce de gros serpent vers de terre de sable-là. Il faut que tu aies ton doigt sur triangle pour maintenir ta vitesse maximale, ton galop. Mais il faut que tu vises avec l'arc derrière toi pour tirer dans son œil. Puis pour viser avec l'arc, t'as pas le choix d'utiliser le joystick de droit. Fait que finalement, c'est comme soit tu galopes, soit tu vises. Ouais. Puis si t'enlèves ton doigt de triangle pour aller viser avec l'arc, inévitablement, le cheval, il va continuer à galoper un petit peu, mais il va ralentir. Puis peut-être, je me pas aller jusque-là, mais peut-être qu'un moment donné, il va carrément s'arrêter, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu peux pas faire ce boss-là de manière élégante. Tout ce que tu peux faire, c'est de galoper le plus vite que tu peux, puis après ça, genre, un peu... tu sais, un peu de manière cabochonne, essayer de vite te retourner avec l'arc, essayer d'y tirer dans l'œil. Le contrôle de l'arc que je comparerais au contrôle de l'arc puis du slingshot dans Ocarina of Time, là. Mm-hmm. Genre de contrôle extra clunky. Oh, ouais. T'es comme, guys, il y a quelque chose ici là, qui a comme pas été raffiné, tu sais. Comme clairement, la mécanique de tout ce boss-là met comme deux boutons en opposition, tu sais, c'est... Si on voulait faire quelque chose de le fun puis de gracieux, je pourrais comme galoper et viser avec l'arc en même temps, tu sais. Ouais. Là, comme clairement, j'ai besoin de faire les deux, mais le jeu me permet pas vraiment, moi, que je me mette dans une position vraiment weird avec mes mains. Puis même chose juste quand tu galopes dans les espaces ouverts. Tu sais, c'est des immenses paysages super beaux où il y a du détail partout, puis où ils ont créé plein de trucs à voir, mais si tu peux pas regarder ces paysages-là parce que il faut que tu tiennes triangle, puis si tu tiens triangle, tu peux pas utiliser le joystick de droit pour tourner la caméra puis tourner ta tête puis voir autour. Ouais. C'est juste des mécaniques comme ça que t'as l'impression que personne n'a fait comme OK guys, attendez, là, clairement on va juste réajuster parce que là, on perd totalement l'intention puis où on veut aller avec ce jeu-là. C'est tous des détails comme ça que j'ai trouvé comme vraiment weird. Je sais pas si tu vois de quoi je parle avec ce genre de serpent-là. Ouais, définitivement. Oui, je vois très bien ce boss-là, parce que justement, j'ai fait la comparaison à Dune. Là. C'était très approprié avec ce boss-là, là, un gigantesque serpent dans le sable. Ce qui est très drôle aussi par rapport à ce désir-là de voir autour de nous, c'est vraiment juste dans la version PS4. Parce que tu regardé des images du PS2, tu vois fuck all. Dans la version PS2, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a pas mal moins de draw distance. Tout est un peu foggy. Ouais, exact. Fait que tu vois pas les paysages finalement. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Fait qu'il y a comme une dualité qui s'est créée entre les deux versions du jeu, tu sais, où est-ce que dans le PS4, t'as tellement accès à d'informations que t'es juste comme oui, tu sais, justement, je veux regarder autour de moi quand je me galope avec mon cheval, je vais aller visiter ça, nanana. Tandis que dans la version PS2, tu vois rien, tu sais. T'es pogné dans cette espèce d'univers-là ultra hermétique. Puis ça crée complètement un autre monde, tu sais. Puis je sais pas si on dirait quasiment que le clunkiness, est-ce que c'est délibéré rendu là comme moi ça je refuse de croire à ça. Il y a du monde qui disent que non mais c'est parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a du monde qui vont dire que les tank control de Resident Evil, mettons 1, 2 puis 3. C'est in line avec le thème, ça rend ça plus stressant parce que le personnage se contrôle tout croche. Bro, arrête là. Ah non, ça c'est weird. Ça, c'est weird. Par rapport à Resident Evil, s'il y a des gens qui disent ça, je comprends pas. Là. Ça, c'est du monde qui essaie de trouver des raisons à juste des trucs que les gens avaient juste pas trouvé de meilleure manière à l'époque. Là, puis comme moi, j'y crois absolument pas. Non, définitivement, mais ouais, je sais pas. Fumito et Ueda, peut-être qu'ils works in a mysterious ways, là. J'en ai aucune idée, là, tu sais. Je sais pas si t'es allé un petit peu un petit peu plus profondément dans la carrière de ce gars-là, le dude qui a réalisé Shadow of the Colossus. Parce que justement, sa carrière, elle a commencé avec... T'étais-tu là quand j'ai joué à D, un jeu sur Sega Saturn? Non. Il a commencé avec 2 jeux de Kenji...
Oh my god, j'ai pas marqué le nom. Kenji Eno, si je ne m'abuse. Là. En tout cas, c'est lui qui a fait D, Enemy Zero, puis D2, qui est un autre réalisateur de jeux japonais, mais encore plus underground là, que Fumito Ueda. Puis Fumito, il a travaillé sur les 2 premiers de cette série-là. Puis quand on parle de clunkiness, ça faisait comme vraiment partie de l'univers de Kenji Eno. Genre, Kenji Eno. On voulait que les personnages aillent lentement puis que ça marche pas bien. Fait que je sais pas si ça l'a marqué aussi. Que genre, le gars, il sait pas comment battre des Colossus non plus quand t'arrives dans cet univers-là, tu sais. Puis aussi, je sais pas si t'as vu l'observation que il est full bon à l'arc à flèche, le bonhomme, mais qu'on dirait que c'est pas trop comment utiliser son épée parce que justement, il vient de l'acquérir, là. Ouais. Les fan theories de ce jeu-là, je trouve qu'ils vont ultra deep, puis je suis un peu tombé dans un rabbit hole en tombant là-dedans, là, tu sais. Parce qu'il y a tellement rien qui est dit que tout est laissé aux fans à juste inventer plein d'affaires pour que finalement, tu sais, genre, on ait aucune vraie réponse, tu sais. Il y a tellement rien dans le jeu. Je veux dire, la seule raison pourquoi on sait que notre personnage s'appelle Wonder, c'est parce que dans la version japonaise du jeu, le titre, il y a le nom dans le titre. Genre, je pense que c'est comme Wonder and the Colossus, quelque chose comme ça. Exact, c'est ça. Mais comme dans le jeu, c'est jamais dit, là, tu sais. Tu sais absolument rien sur ce personnage-là. Puis ça, limite, ça peut être intéressant. Tu sais, t'arrives dans ce monde-là, t'as aucune idée c'est qui ce personnage-là, t'as aucune idée de c'est quoi ses motivations, comment il est arrivé, où est-ce qu'il est, puis un peu son angle par rapport à tout ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est comme un peu intéressant parce que c'est vraiment une page blanche. Mais le monde aussi autour, tu sais, Dormin, t'as vraiment aucun détail sur son origine, qui est, qu'est-ce qu'il veut, encore une fois, ses motivations. Mono, qui est la fille qui est morte, qui veut se faire ressusciter, ben, qu'on veut ressusciter, elle non plus, t'as aucune idée c'est quoi. Puis, il y a comme un autre personnage qui arrive à la fin du jeu. Après, je pense, le 12e Colossus, t'as comme, pour la première fois du jeu, t'as une cutscene qui montre que il y a comme du monde qui te pourchasse. Mm-hmm. Dans le fond, qui sont un peu sur ta trace. Ouais. Puis que c'est comme une couple de soldats avec un genre de leader qui a l'air un peu d'un prêtre / druide. Puis clairement, ils sont sur ta trace, ils s'en vont à la même place que toi. On reconnaît les paysages que tu as traversés dans la cinématique du début. Puis ce personnage-là qui s'appelle Eamon, je pense, c'est ça? Y a-tu un nom? Ouais, il faisait très vibe Village Elder, là. Très vibe Village Elder. Classique genre animé japonais, genre le doyen du village, là, C'est ça. qui fait des remontrances aux plus jeunes, qui est parti dans une quête un peu comme interdite, là. Exactement. Fait que Lord Eamon, qui est ce genre de chaman-là, c'est comme... Ça, c'est tous les personnages qu'on a. Il y en a qu'on sait juste leur nom à cause qu'on peut les déduire de d'autres affaires. Mais t'as vraiment aucun détail sur aucun de ces personnages-là. Puis, un truc qui m'a quand même déçu aussi, c'est que le monde dans lequel t'évolues, des Forgotten Lands, ou c'est ça? Forbidden Lands? Forbidden Lands. Qui est comme le nom le plus générique. Le nom le plus générique, peuplé des paysages ou des ruines les plus génériques aussi. Mm-hmm. Génériques à un tel point où ils te disent rien, ces ruines-là, comme. Il n'y a pas rien. Tu sais, oui, OK, il n'y a plus personne, c'est clairement une civilisation qui existait il y a des milliers d'années, mais il y aurait pu avoir un peu de narratif environnemental là-dedans, puis qu'on déduise des trucs ou qu'on découvre des choses sur ce peuple-là à travers ces ruines-là, mais c'est des ruines, genre du ruine pack numéro 9, là. C'est comme... non, c'est ça. C'est super Google beau, 3D, mais comme là. vraiment... qui raconte pas grand-chose, tu sais. Puis aussi de plein d'inspirations puis de styles différents. Des trucs un peu romains, colisés / bénur, des trucs plus inca, des trucs vraiment plus médiéval classiques. Fait que pas non plus comme de direction précise dans genre dans l'esthétique non plus. Non, c'est un pot pourri de plein d'affaires, tu sais. Puis honnêtement, je m'attendais justement en arrivant, tu sais, comme quand t'arrives à un des espèces de... Parce que partout sur la map, t'as comme genre une dizaine de places où est-ce que tu peux t'arrêter puis prier à des monuments, puis ça te redonne tes points de vie si t'en as perdu.
Puis je m'attendais à comme, OK, y a-t-il quelque chose que je peux lire quelque part, tu sais. J'avais comme une espèce de petite fin. Finalement, la seule chose que j'ai vue, c'était les lézards. Il y a comme une des rares choses qu'il y a dans le jeu de vivant à part toi, c'est comme une couple d'animaux, puis surtout des lézards. Des petits lézards, ouais. Ouais, puis quand tu les tues, t'as-tu essayé? Tu peux les tuer, puis ça, quand tu ramasses leur queue, ça va te donner genre un tout petit peu de stamina. Ouais. Puis il y a aussi des arbres avec des genres de pêche dedans ou des fruits. Ouais. Puis si tu manges ces fruits-là, ça va te donner un tout petit peu de vie, mais comme ça t'en donne juste pour dire que ça fait quelque chose à faire dans le monde, mais jamais pour faire une différence dans le jeu. Là. C'est comme infinimum, là, je veux dire. Oh non, c'est ça. Ça change absolument rien, tu sais. Puis tu parles de ces genres de shrines-là, qui en a peut-être une douzaine éparpillés dans le monde, qui sont très weird parce que elles servent juste à comme te redonner de la vie si t'as perdu de la vie, mais il y a aucune raison dans ce monde-là pour perdre la vie. Mm-hmm. Autre que comme quand tu te bats contre les Colossus, puis si tu meurs contre un Colossus, tu réapparais direct devant, puis si tu le bats puis t'as perdu de la vie, tu regagnes toute ta vie quand tu ressuscites dans le temple. Fait comme la seule raison pourquoi que tu pourrais comme perdre la vie dans le genre de open world, c'est comme peut-être si tu tombes de quelque part. Tu peux sauter en bas. Je me suis tué un moment donné. Tu peux perdre la vie en tombant de haut, mais comme de un, ta vie se régénère avec le temps. Fait comme du temps que tu te rends au Colossus, tu vas l'avoir repris. Ouais. Puis de deux, genre, faut que tu tombes de vraiment haut. Là, parce que ton personnage, tu peux tomber de comme la hauteur d'un triplex, puis genre, t'es good, là. Oh, c'est vraiment impressionnant. La résistance du bonhomme est next level, là. Tu tombes en bas du Colossus, puis il est juste comme, OK, knock the dirt off my shoulder. Mais dans mon exploration intensive, j'ai jumpé à des spots où il n'y avait pas de fond. Puis là, tu meurs. Mais ton bonhomme, il veut pas sauter. Faut vraiment que tu pèses plusieurs fois sur sauter pour qu'il aille. Puis là, tu sautes, puis tu fais comme, merde, il y avait vraiment rien dans le fond, tu sais. Puis t'as-tu remarqué d'ailleurs que, parlant de vie qui régénère, si tu pètes ton cheval, ça accélère ta régénération de points de vie. Non? Il y a comme des petites affaires cachées dans le jeu. Puis ça, tu peux péter Abro, qui est un des rares personnages dans le jeu où est-ce qu'on connaît son nom, là, d'ailleurs. Là. Ouais. Parce qu'il y a comme deux noms qui sont vraiment mentionnés, c'est Dormin puis Abro, qui est le cheval du personnage principal. C'est Agro, je pense. Agro? Ouais. C'est comme... tu vois? Écoute, ils utilisent une langue inventée, là. Fait que je suis allé avec ça, là. On dirait du japonais, mais en sens inverse, là. Fait que Agro, tu sais. Mais à quel point c'est pas important qu'il s'appelle Agro. Mais non, c'est ça. C'était très bizarre, ça. Ces minuscules pointes d'intérêt-là dans le jeu qui nous donnent pas nécessairement envie. Est-ce que ça t'a donné envie de vraiment ramasser tous les lézards du jeu qu'il y en a comme à chaque tour que tu trouves, d'aller trouver tous les fruits? Parce que c'est des... Ce que j'ai compris, parce que c'est sûr que ces shrines-là avaient l'air très weird dans un monde comme qui est vraiment comme designé pour être extrêmement minimaliste, comme pourquoi mettre ça, tu sais? Mm-hmm. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'au PS2, c'était là que tu pouvais sauver. Ah mon dieu, ben ouais, ça a tellement du sens. Au PS4, on est juste comme, ok, sleep mode, merci, bonsoir. Exact, puis c'est pour ça que où est-ce que genre ces shrines-là, il y a des pierres devant lesquelles il faut que tu ailles prier. Mm-hmm. Ces pierres-là, ils ont comme roughly la shape d'une memory card de PS2. Puis de là l'intention, tu sais. Puis j'imagine que voulant faire un genre de remake très très fidèle au premier, ils ont dit, ben on peut pas juste éliminer ces genres de shrines-là. Mm-hmm. Fait que on va les garder pareil, puis ça va faire partie du truc, tu sais. Un autre fun fact, si t'avais une save de Ico dans ta carte mémoire de PS2, le symbole sur la tête de ton cheval change pour le I de Ico. OK. Parce que c'est genre un diamant. Puis si t'avais une save de Ico, je suis allé dans les 100 facts là, sur Shadow of the Colossus, puis je les ai lus intensivement parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'affaires quand même cool à savoir, tu sais. Mais le jeu, parce qu'une fois que tu le finis, tu sais, quand tu l'as fini, toi, t'as pas essayé d'aller plus loin, parce qu'une fois que tu le finis, tu peux juste refaire le jeu. Tu peux refaire tous les Colossus en ce qu'on appelle un time attack mode. Fait que t'as, mettons, 3 minutes pour faire le Colossus 4, mettons. Ouais. Puis en battant les Colossus en time attack mode, là, tu peux aller chercher des nouveaux items, genre. Mm-hmm. Mais qui sont juste comme des upgrades à ton épée ou upgrades à ton arc. Il n'y a pas comme des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. C'est juste que tu vas être comme plus puissant. T'as des petites affaires. T'as un parachute.
Ça, Ok. c'est une des rares affaires que tu peux avoir, mais c'est parce que rendu là, ça sert plus à rien, tu sais. C'est ça qui est drôle, c'est que tous ces items-là, que finalement tu découvres à la fin du jeu, qui pourraient ouvrir plus d'espace, finalement, ils te servent à rien, tu sais. Mais l'affaire qui te sert le plus à rien, t'es-tu allé lire sur le Secret Garden? Ouais. Que genre, si tu passes le jeu 4 fois en New Game Plus, parce que tu peux juste refaire le jeu au complet avec toute ta stamina et tous les items que tu aurais gagné dans une version précédente du jeu que tu as fini. Puis si tu fais le jeu 4 fois, là, tu as assez d'énergie pour monter en haut du temple de départ pour atteindre. Ça prend comme un bon genre 6-7 minutes d'escalade continue. Puis t'arrives là, puis il te reste comme un mini peu d'énergie. Là. C'est exactement flush pour finalement trouver le dernier fruit de la map. Puis c'est un fruit que quand tu manges, ça t'enlève des points de vie puis ça t'enlève du stamina. T'es juste comme... Alright. Tout ça... tout ça pour ça, là. Ouais. Ça, c'est très drôle parce que ça aussi, tout ça, c'était dans la version de base. Je pensais pas que ça avait été inclus dans la version PS2, mais dans la version PS4, la seule chose qu'ils ont rajouté, c'est un autre collectible qui est 79 jetons que tu peux ramasser à travers la map, puis qui donne la meilleure des épées du jeu, qui est l'épée de Dormin, qui est genre une épée qui a la texture du méchant Dormin, là, une espèce d'amas noir de fumée. Là. Ouais. C'est tout, tu sais. Mais en même temps, si vous voulez rester fidèle à la version du PS2, they did. Félicitations. Parlons justement de Dormin puis un peu de tout ce qui est considération philosophique par rapport à ce jeu-là, parce que c'est un des trucs qui revient souvent quand les gens parlent du jeu, c'est ils disent ça traite de thèmes tellement profonds puis tellement sensibles puis tout ça. Le thème, grosso modo, étant comme la fin justifie les moyens. Selon moi. C'est un peu ça, là. C'est vraiment ça, tu sais. Puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'à la fin du jeu, après que tu aies battu le 16e Colossus, c'est révélé en fait que ces 16 Colossus-là étaient en fait la prison un peu de Dormin. Dormin qui est un dieu ou en tout cas un être un peu fantastique qui, il y a X nombre d'années, avait été comme emprisonné, puis son esprit avait été splitté en 16 dans ces 16 Colossus-là, puis dans le fond, les genres de serpentins noirs qui émanent des Colossus quand tu les tues, puis qui te rentrent dedans, puis t'as l'impression qu'ils te tuent toi aussi. C'est en fait les morceaux de l'âme de Dormin qui sortent des Colossus, puis qui viennent en toi. Puis finalement, c'est ça. Au moment où tu tues le 16e, le genre de chaman Aemon arrive avec les gardes, puis là, il te donne un petit peu de world building, un petit peu de lore. Il te dit genre, t'as volé l'épée, puis t'es venu libérer Dormin finalement, qu'est-ce que t'as fait, blablabla. À ce moment-là, il est déjà trop tard, et puis tu te transformes comme toi-même en Dormin, ou Dormin emprunte ton corps, puis tu t'essaies comme de te battre contre ces soldats-là, ce chaman-là. Eux, ils réussissent comme à s'enfuir, puis à te... assez facilement, je dirais, genre te mettre hors d'état de nuire, puis comme re-emprisonner Dormin en l'espace de comme 5 minutes, là. C'est quand même assez anticlimatique, parce qu'à la fin, tu deviens Dormin, fait que là, ton bonhomme se fait posséder par l'âme de Dormin, tu grossis, puis tu deviens tellement comme un gros démon que t'es un peu pogné dans le hall de ce temple-là, mais tu le contrôles. Pendant comme une espèce de comme 1 minute, tu le contrôles. C'est ultra awkward parce que vu que t'es genre à genoux, tu te déplaces tout croche, puis tu le sens, tout le poids du bonhomme qui est comme pogné, puis t'essayes de taper à terre, mais il est tellement gros et lent que comme tu peux rien faire, tu peux pas tuer personne. Puis là, t'essaies juste de te retourner pour finalement réaliser qu'ils sont au bout du corridor, puis bam, il reseal le temple. Ouais, Aemon, il prend l'épée que t'avais au début, l'espèce d'épée de l'élu, je sais pas trop quoi. Il la pitch dans une genre de fontaine. Pas une fontaine comme une chute, là, une fontaine comme il y a genre au Centre Eaton, là. Il la pitch dans la fontaine. Puis comme la fontaine devient un genre de vortex comme qui aspire Dormin. Puis comme finalement, ça a pris genre 5 minutes, tu sais. Et donc, c'est ça.
les gens parlent de comme comment que Wander se fait avoir par Dormin, puis il fait un peu son sale boulot, puis il se fait comme trick un peu par un démon, puis tout ça. Ouais. Puis moi, je dois t'avouer que je suis pas pantoute d'accord avec cette perspective-là sur l'histoire de Wander et Dormin. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Que quoi, toi, tu trouves que c'est pas fait trick? Moi, je trouve qu'il s'est pas fait trick pantoute. Je pense qu'au début du jeu, c'est très clair, t'arrives là avec la fille. Dormin, au début, il est comme pas vraiment intéressé à t'aider. Quand il voit l'épée, il dit OK, on pourrait peut-être faire quelque chose. Clairement, lui, il sait que genre c'est l'épée qui peut tuer les Colossus. Puis il te dit straight on, il dit je peux t'arranger ça, mais tu vas payer un prix gigantesque. Puis genre il y a un petit ricanement. Puis Wander répond tout de suite It doesn't matter. M'en fous. Comme clairement, Wander, il y a the eyes on the prize. Il vient là. Dormin, il est comme un peu cryptique, mais pretty much straightforward avec lui. Ouais. Il est comme, écoute, j'ai un trick, tu vas faire ça. Puis si tu fais ça pour moi, je vais ressusciter la fille on n'a aucun contact sur c'est qui. C'est peut-être genre sa soeur, sa blonde, une amie, whatever, une princesse. Puis, at the end of the day, à la fin du jeu, Dormin, il tient son bout du deal, puis il ressuscite Mono. C'est vrai. Puis tu sais rien sur ce gars-là, finalement. Tu sais pas c'était quel genre de créature, quel genre de dieu ou de démon ou de whatever. Tu sais juste que il y a X nombre d'années, puis ça, c'est comme pas clair si... est-ce que Aemon, le genre de druide, est-ce qu'il faisait partie des gens qui ont emprisonné Dormin la première fois, et donc il y a pas si longtemps que ça, ou ça fait des milliers d'années que Dormin est emprisonné, puis lui, Aemon, genre, de chaman en chaman, ils se sont tous racontés, genre, la légende de comment emprisonner ce démon-là. Who knows? Tout ça pour dire que Dormin, il est straightforward avec Wander. Il n'y a rien qui démontre que c'est un être malicieux. Mettons qu'on parlait d'alignement D&D, là, je suis pas un gros gars de D&D, j'ai l'impression qu'il est comme... il est comme genre, chaotic good, genre? Je sais... Non, ou genre lawful evil. Lawful evil. T'sais, ouais, c'est vrai. Un eye for an eye. Tu sais, c'est comme, clairement, il y a des intentions somewhat néfastes, mais c'est quelqu'un sur qui tu peux te fier. Toi, t'avais-tu remarqué pendant le jeu que Wander, le personnage principal, il décrépit avec le temps, plus tu tues des Colossus? Ça, je trouve ça full intéressant. C'est très rare que tu vois ton bonhomme de face, là. Ouais. Fait que quand je l'ai vu, puis j'ai vu des images de comparatif, je suis en, oh, ça, c'est tellement un détail full intéressant, là. La corruption qui commence à le prendre de plus en plus. À la fin, ça lui donne un coup d'une shot, là. Quand tu reviens du dernier Colossus, il y a des cornes, il y a les yeux bleus comme tous les Colossus, puis là, il y a aucune autre possibilité qu'en ce moment, t'es en train de te transformer en Colossus, là, que t'es en train de comme continuer cette espèce de... Ben, te transformer en Colossus, c'est ça, c'est comme pas clair si c'est vers là que ça s'en va, mais clairement, t'es affecté par la même genre de magie qui les affecte eux autres, tu sais. Puis, ça, c'est un autre truc quand on parle de comme, est-ce que la quête que t'as menée était comme juste? C'est le fait de justement tuer ces bêtes-là, puis dans le premier Colossus, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui arrive. Le premier qui est un genre de minotaure, un genre d'immense minotaure, en tout cas sur deux pattes. Il faut que tu lui tires une flèche à l'arrière du genou, il va comme s'agenouiller. Puis là, tu peux monter sur son dos, sur le poil qu'il y a sur le dos, puis jusque sur le top de sa tête. Puis c'est sur le top de sa tête qu'il y a ce genre de point de faiblesse-là, le genre de rune qui glow bleu. Puis là, avec ton épée, tu vas comme le poignarder dans la tête, là, basically. Ouais. Puis, fait qu'il faut comme tu le feras peut-être 5 fois, puis à chaque fois, c'est comme, il y a comme un petit temps d'arrêt parce que tu montes, là, tu charges un peu ton coup de dague, puis là, tu le rentres, tu le remontes, tu charges encore, puis ce qui se passe, qui est comme vraiment fait en subtilité, puis vraiment bien, je trouve, c'est que la caméra va comme pivoter autour du monstre, puis va venir se mettre face à lui, parce que vu que t'es monté par son dos, tu vois son dos, mais là, t'es sur le top de sa tête, la caméra pivote, puis vient face à lui, puis là, tu peux voir le visage
de cette bête-là qui est for sure pas le visage d'une bête menaçante, tu sais. Non, c'est ça. C'est comme... Clairement, c'est... Puis les yeux parlent beaucoup, puis c'est clairement les yeux d'un animal comme qui a peur, genre, puis qui comprend pas vraiment ce qui se passe. Puis évidemment, ses yeux, quand tu le rencontres pour la première fois, quand tu le vois pour la première fois, de un, la bête est tellement immense puis imposante que c'est sûr qu'elle est terrifiante, ça fait peur, puis c'est menaçant, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça pivote, puis là, tu prends comme... Tu découvres une autre perspective, peut-être, sur la vie de ces genres de bêtes-là. Puis comme tu le disais tantôt, après ça, plus t'en fais, plus tu remarques que comme... Ils font comme à peine se défendre, finalement, tu sais. C'est vraiment quand t'arrives au... je dirais au 7 ou au 8e, là, le 7e qui est l'espèce d'anguille électrique dans le lac, puis le 8e qui est le lézard dans le genre de colisée. Ouais. Fait que t'es comme à moitié avant que tu tombes sur des colossus qui vont comme vraiment se défendre puis comme t'attaquer, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr qu'au début, ça shift un peu la perspective que t'as par rapport à comme aller chasser ces genres de... ces êtres-là. Puis ça... Tu commences à douter un peu de ce que tu fais, tu sais. Mm-hmm. Mais, ceci étant dit, je pense que je pense que finalement, ces bêtes-là ont aucune autre utilité que d'être... Dans le fond, c'est comme les 16 murs de la prison de Dormin. Ouais. Puis c'est pas des bêtes vivantes. C'est des genres d'artefacts fantastiques. Ils font pas partie d'un écosystème. Ils ont pas de vie. Leur seul purpose, c'est être les récipiendaires un peu d'un 16e de l'âme de Dormin. Mm-hmm. Puis en les tuant, tu fais rien d'autre que juste débarrer une des portes de cette prison-là, tu sais. Fait que je trouve qu'au début, il essaie de te mettre dans la tête qu'il y a peut-être une ambiguïté morale à ce que tu es en train de faire, mais une fois que tu arrives à la fin, c'est clair que dans le fond, c'est pas comme si tu avais chassé des animaux, des trucs comme ça qui vivaient des vies. Fait que c'est ça, je pense que tuer les colossus, c'est pas grave. Je pense que Dormin, il tient son bout du deal. Puis, troisièmement, t'as-tu quelque chose à dire par rapport à tout ça? Là? Je viens de faire un long... C'était un bon... non, mais je t'écoutais, puis j'essayais de penser à mes affaires aussi, puis c'est vrai que c'est full intéressant, ça, ce que tu dis, parce qu'en plus, la nécessité de les tuer vient vraiment juste de cette idée de deal-là que t'as avec Dormin, puis quand t'arrives au Colossus, la plupart sont même pas sont même pas en train de bouger, là, tu sais. Ils se réveillent seulement à cause de ta présence, tu sais. Exact. Fait qu'ils ont vraiment pas aucune utilité existentielle autre que d'être un morceau de Dormin puis that's it, t'sais. Fait que c'est vrai qu'à la fin du jeu, puis je pense que quand ils commencent à retaliate, là t'es comme ok ouais, c'est moins pire, ils sont pas tant sans défense, t'sais. D'ailleurs le dernier qui tire des espèces d'éclairs qui te pognent n'importe où dans la map là, moi ça me dérangeait plus à la fin là, de le stabber dans la tête là. Ouais. Il est vraiment différent de tous les autres. Lui, il a une shape vraiment humanoïde. Mm-hmm. Il y en a un autre qui a une shape un peu comme ça, là, le troisième, qui a l'air un peu d'un chevalier, mais lui, il a une shape vraiment humanoïde. Il est vraiment de loin plus grand que les autres. Mm-hmm. Puis, il se trouve dans une genre de vallée où est-ce que il est comme au centre un peu d'un champ de bataille. Puis, tout autour de lui, il y a des genres de barricades puis des tranchées qui est comme le seul truc de tout ce monde-là où l'environnement te donne un indice sur quelque chose qui s'est peut-être passé ici un moment donné, tu sais. Mm-hmm. Ça, je trouve que ça en remet sur un peu genre what's up avec Dormin, y est-tu bon, y est-tu mauvais? Parce que ça veut dire que clairement, il y a déjà eu un conflit entre les Colossus, ou en tout cas entre ce Colossus-là puis des humains qui ont habité là, tu sais. Ouais. Comme lui, il y a comme 2 jambes qui ont été comme vissées dans le sol. Il a comme été un peu comme capturé, emprisonné. Who knows comment ils ont réussi à le visser au sol, mais il y a comme des... Il peut pas bouger, c'est pour ça que je disais qu'il était comme une tour, là. Puis il est entouré de palissades, de tranchées. Clairement, il y a eu un gros conflit ici qu'on imagine les humains avoir perdu parce que lui, il est encore là, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que ça dit, ça, sur Dormin, en fait? Ça veut dire que
les gens qui l'ont emprisonné puis qui ont créé ces Colossus-là pour splitter son âme en 16, ils l'ont fait en se souciant pas des humains qui habitaient déjà dans ce pays-là. Puis finalement, ces humains-là ont dû se battre contre ces bêtes-là pour survivre, puis ils ont finalement perdu, puis ils ont déserté le pays. Ou est-ce qu'on suggère plus que dans le fond, ces bêtes-là ont été créées longtemps après que la civilisation qui était là se soit éteinte, et puis qu'il y a comme des armées qui sont venues pour essayer de les détruire, pour essayer de libérer Dormin, genre? Donc là, ça voudrait dire que il y a comme au moins des factions de ce plus grand monde-là qui seraient comme pro-Dormin. Il est-tu bon, il est-tu mauvais, il est-tu ni bon ni mauvais, mais il s'alignait pas peut-être avec les objectifs de certains chamans à une certaine époque. Genre, comme c'est vraiment pas clair qu'il est méchant, Dormin, selon moi. Non, définitivement pas, mais cette ambiguïté-là fait partie de toute la legacy de Shadow of the Colossus, puis pourquoi est-ce qu'on va continuer à avoir des discussions de même sur ce jeu-là, puis pourquoi ça va alimenter des boards en ligne, tu sais. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai que le dernier bonhomme, il est vraiment très humanoïde, là. Il y a des pieds comparé aux autres qui sont toutes des espèces de constructions un petit peu qui ont aucun sens, là, tu sais. C'est comme, à chaque fois, c'est comme inspiré par des animaux, mais... Ouais. Librement, mettons. T'sais. Ouais, non, définitivement, tu sais, l'espèce de serpent volant, zeppelin, qu'il faut que tu tues ses poumons blancs, sont un peu toutes grotesques, mais lui, moins, tu sais, à part le fait qu'il y a des anneaux en feu autour des poignets, là, c'est un peu weird, mais, tu sais, parce qu'en plus, comme tu l'as mentionné au début, c'est aussi plein de civilisations différentes, on dirait, tu sais, il y a comme des genres de colisées, il y a comme des genres de statues aztèques. Tu sais, est-ce que c'est juste un espèce de... Le Forbidden Lands, est-ce que c'est seulement un espèce de dépôt de plein de nations qui ont été comme interdites, un espèce d'espace temporel interdimensionnel weird, ou est-ce que plein d'espaces cohabitent comme ça, tu sais? C'est vraiment... Puis ça rajoute au charme du jeu de se déplacer justement entre toutes ces espèces de biomes là qui sont un peu semblables mais qui sont un petit peu différents, puis il y en a qui sont vraiment très différents l'un de l'autre, tu sais, mais non, c'est très particulier. Moi ça, j'avoue, ça m'a un peu déçu parce qu'on voit juste cette histoire là de barricades puis de tranchées puis tout ça, à quel point juste un petit grain là, un petit grain de sable de lore. On peut partir puis imaginer un paquet de trucs. Je veux dire, ça aurait été le fun qu'ils nous en mettent un petit peu plus, tu sais. Sans peut-être, pas nécessairement en donnant des réponses concrètes et tout ça, mais juste un petit peu plus pour nous laisser rêver puis nous laisser imaginer des trucs, tu sais. Il y a comme cette espèce de barrière-là qui est de plus en plus floue maintenant entre les jeux comme un petit peu plus art house puis les jeux un petit peu plus classiques. Puis il joue beaucoup sur la ligne, on dirait Shadow of the Colossus par moment, mais justement ça crée ces espèces de zones-là un petit peu frustrantes où on se dit j'en aurais pris comme juste donne-moi-en juste un petit peu, tu sais. Ça m'aurait rendu très très heureux, tu sais. Surtout que finalement, puis on en a parlé tantôt, que le gameplay, le core gameplay loop est comme pas si béton que ça, tu sais. Quand on prend, tu sais, quand on parle de la caméra, des contrôles puis tout ça, t'es comme hey guys, si vous vouliez faire une version genre strip down puis tout ça, c'était là que vous auriez pu comme peut-être passer un peu de temps à raffiner ça, puis même le design de certains boss qui sont il y en a que les gimmicks se recoupent là, tu sais, mettons le genre d'éléphant, pas l'éléphant mais l'espèce de lama / cheval là, qu'il faut que tu te caches dans les genres de tombes là. C'est ça, il y a un genre de lama qui est là dans sa genre de plaine, puis là faut que tu te caches dans des genres de tombes, un peu des buttes / tombes souterraines qui sont interconnectées, puis quand il se penche pour essayer de mettre son nez dans une des tombes pour essayer d'aller te trouver, tu ressors par une autre sortie, puis là vu qu'il est penché tu peux sauter sur lui, tu sais. Fait que ça c'est comme c'est le fun la première fois que tu te rends compte de ça, parce que c'est juste comme
comme le quatrième monstre. Puis c'est la première fois que tu utilises vraiment l'environnement pour essayer de le piéger puis tout. Ouais. Puis finalement, comme 2 monstres après, c'est l'espèce d'immense minotaure dans le temple souterrain. Puis c'est la même gimmick avec le... C'est juste ça j'étais comme, OK, même chose, genre juste après, comme... Puis en plus, c'est d'autant plus frustrant quand tu vois sur le wiki du jeu, ils ont comme tous les Colossus qui n'ont pas été utilisés, là. OK. Puis il y en a des vraiment wild, là. Puis t'es comme, man. Puis évidemment, plus sont wild, plus ils devaient être tough à faire. Puis c'est pour ça qu'ils les ont pas fait, mais que genre sur papier puis en dessin, ils ont l'air écœurants, là. Ouais. Je disais justement qu'à l'époque, ce qui était très difficile techniquement, c'était de créer ces boss-là, qui sont aussi des plateformes. Fait qu'il faut que tu réussisses à créer un espèce de système physique où est-ce que le bonhomme, il est sur une plateforme qui bouge dépendamment d'un monstre qui a un AI. Ouais. Fait que là, genre, c'était comme toutes ces espèces d'éléments-là en même temps. Fait que c'est sûr que peut-être qu'il y avait des idées encore plus de grandeur, mais on le saura jamais parce qu'on va juste... on a juste refait la même version que depuis le PS2. T'sais, si ce jeu-là se faisait from scratch maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau de genre le degré de possibilité que pourrait avoir chacun des Colossus? Ce serait complètement fou, tu sais. Mm-hmm. Mais parlant, tu sais, on n'a pas mentionné par rapport à l'histoire puis à toutes comme les espèces de portes que ça ouvre, mais est-ce que tu as regardé la scène post-credits du jeu? Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que une fois que Dormin a été aspiré par le vortex, Eamon, le chaman, s'en va avec ses gardes, il détruit le pont qui mène au Forbidden Lands. Puis là, c'est là qu'on voit que Mono, la fille, elle se réveille. Elle se fait rejoindre dans le temple par le cheval Argo, qui finalement, on comprend qu'il est tombé dans la cutscene avec le pont qui s'effondre, mais il est comme tombé dans l'eau, puis il a retrouvé son chemin. Puis là, eux, ils se rendent jusqu'à la fontaine où Dormin a été aspiré. Puis là, ils trouvent dans cette fontaine-là un genre de bébé, un bébé cornu. Ouais. Qu'on imagine être comme peut-être une réincarnation de notre personnage et à la fois, pis ça je l'ai compris un peu en lisant des trucs, à la fois comme peut-être un ancêtre du personnage dans le jeu Ico, qui est le jeu d'avant, qui lui aussi est un petit garçon avec des cornes, genre, fait que ce serait comme peut-être un descendant de... Ouais, il y a quelque chose avec les cornes aussi qui revient beaucoup dans les 3 jeux, là, Last Guardian, Ico, tout, là, les êtres cornus, c'est souvent comme très très important dans le core de chaque histoire, tu sais. Mais ce qui fait beaucoup idée que c'est peut-être juste Wonder, c'est parce que tu le contrôles quand c'est le bébé, là. Mm-hmm. Comme tu peux, quand Mono tient le bébé, tu peux peser sur des boutons puis ça le fait pleurer différemment, tu sais. Fait que t'as le contrôle du bébé. Fait que ça, j'étais comme... ok, tu sais, là c'est vraiment comme une espèce de touche de mystère, comme là on beurre épais vraiment dans le mystère, puis il nous laisse là-dessus, tu sais. Il dit, le jeu est fini, voici ça, Mono elle reste dans le Forbidden Lands, ils ont vraiment pété le pont pour se rendre au Forbidden Lands, il n'y a plus personne qui va techniquement être capable de se rendre là. Qu'est-ce qui arrive, comment ils vont survivre? Est-ce qu'on va revenir là-dessus dans le 4e jeu du studio de Fumito Ueda? Parce qu'ils ont annoncé en 2021 qu'il allait faire un 4e jeu, tu sais. Est-ce qu'enfin on va pouvoir comprendre tous les liens entre ces univers-là? Je sais pas, je veux dire, je pense que j'ai été brûlé une fois avec Metal Gear, puis c'est comme, Ouais, non, guys, c'est ça. je vais pas essayer de... À attendre de quoi de ces gens-là, de ces réals-là qui prennent des décisions que t'es juste comme genre mind blown à chaque fois. Faut pas trop attendre des réponses concrètes, tu sais. Ça a été quoi, toi, tes Colossus, mettons, préférés? J'ai vraiment beaucoup aimé le premier qui vole. J'ai beaucoup aimé le Zeppelin, là, justement, là, qui est dans le sable, puis que quand tu le fais descendre, il se met à juste surfer sur le C'est bord. comme un immense dragon volant qui a des poches en dessous de lui, un peu comme si c'était des ballons. Tu pètes les ballons avec ton arc, il va descendre. Parce qu'on comprend que ces ballons-là, ils le font comme voler un peu. Ouais. Puis là, une fois qu'il rase le sol, tu peux y sauter dessus puis l'attaquer sur son dos.
Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Des monstres qui étaient très longs, où est-ce que tu te promènes vraiment là, de long en large de leur corps. J'ai trouvé très cool, genre l'anguille qui attaque, justement. Ça, c'était vraiment comme une belle surprise. Le gecko aussi, je l'ai trouvé vraiment drôle. Parce qu'il y a une gimmick où est-ce que lui, il te pourchasse. Moi, c'est vraiment le premier. Lui, là, c'est le premier que j'ai fait comme, OK, là, on peut avoir du fun à ce jeu-là. Exact. Oh, j'étais comme, les autres sont tellement comme lents pis léthargiques, genre. Puis là, lui, c'est le premier comme, OK, genre, il y a toute une... L'arène où on se bat contre lui est intéressante. Lui, il est vraiment actif, proactif à te pourchasser. Faut comme que tu le tricks à monter à des places, le faire tomber. Là, ça devenait vraiment le fun, tu sais. C'est comme une espèce de gecko. T'es dans un colisée, puis toi, tu te promènes dans les parois du colisée, puis lui, il est au centre du colisée en bas, puis il te lance des boules de poison. Puis si tu restes trop longtemps dans les boules de poison, tu meurs. Puis faut que tu t'arranges pour qu'il essaie de te rattraper aux étages où t'es. Puis en tirant sur ses pattes, il tombe jusqu'au centre du colisée. Puis tu descends vite, pas trop vite pour pas te faire mal, mais tu descends vite pour aller justement attaquer son point vital qui est sur son ventre, qui est maintenant exposé une fois qu'il tombe. Mais ouais, lui j'ai vraiment fait comme wow, ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ceux où est-ce que justement on avait des nouvelles gimmicks. Mettons comme celui qui est caché dans le fond de l'eau, puis là, il faut que tu réussisses à t'arranger pour qu'il t'amène à un étage en haut, pour que tu y sautes sur la tête, pour que quand tu y sautes sur la tête, tu le contrôles en tapant les dents sur sa couronne. Puis là, finalement, il t'amène à un étage plus haut pour qu'il essaye de t'attaquer, puis là, tu puisses sauter dessus, puis attaquer sa partie qui est maintenant ouverte. Ça, c'était vraiment très... lui, il était vraiment très, très cool. J'aimais bien aussi celui, l'espèce de... genre d'immense tortue qui lance, encore une fois, des genres de tortue lance-roquettes. Puis le but, c'est qu'avec ton cheval, t'es dans une immense genre de lac asséché où c'est comme pas trop clair, c'est comme tout est super aride, puis il y a des geysers partout, puis il faut comme que tu l'amènes à se positionner au-dessus d'un geyser pour que le geyser le fasse flipper. Puis là, une fois qu'il est flippé, il est quand même un peu immobilisé, puis tu peux monter sur lui. Ouais. Celui-là, le lion aussi, comme j'ai dit, là, dans l'espèce de ville inca / comme grec ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça exactement, ces moments-là où est-ce que justement on fait appel à une espèce d'intuition par rapport à ton environnement, puis que là, t'es pas juste focusé à te rendre sur le top de la tête du dude. Ça, c'était vraiment cool. Si les 16, il avait pas être de même, man, quel chef-d'œuvre, tu sais. Mais mettons, comme les deux que j'ai eu le plus, c'est le 3, qui est juste comme un... faut que tu montes en haut d'un espèce de plateau, puis il y a juste, encore une fois, un gigantesque dude qui a une épée, puis que quand il tape en bas, quand il tape sur l'épée, tu montes sur l'épée, puis tu te rends jusqu'au top de sa tête. Mm-hmm. Ce qui était quand même intéressant, parce qu'il faut que tu réussisses à... que son épée s'enligne avec le centre du plateau où est-ce que t'es, puis le centre du plateau est plus dur, fait que ça lui fait perdre un bout d'armure, puis là, ça te permet d'escalader pour vrai. Puis sinon, un autre que j'ai vraiment pas aimé, c'est celui où est-ce que tu passes entre des colonnes, je pense que c'est le 14e, puis faut que tu t'arranges pour qu'il réussisse à faire... Faut que tu t'arranges pour qu'il donne un coup par terre. C'est encore un bonhomme bipède, là, qui est très très grand. Faut que tu t'arranges pour qu'il donne un coup à terre pour faire lever une dalle qui te permet de monter sur les côtés de l'arène où vous êtes en train de vous battre. Ouais, l'espèce de singe, là. Ouais, exact. L'espèce de singe. Ouais. Puis là, faut que tu trouves le moyen genre pour... des gorilles, là. Ouais, pour qu'il tape, puis que tu réussisses à monter encore un étage plus haut pour finalement, encore une fois, lui sauter sa tête, lui donner 3-4 petits coups de cure-dent à sa tête, puis... ouais. C'est ça. Ça, ce moment-là, c'était le worst de l'originalité des monstres, mais comme quand il y en avait des bons, mon Dieu, quelle sensation incroyable puis vivifiante, là, tu sais. Moi, celui qui m'a le plus déçu, je vais encore revenir sur lui, c'est le genre de serpent dans le sable, là, qui faut que tu tires à la claque, là. Mm-hmm. Parce que quand il me suivait, comme à la surface du sable, tout de suite, j'ai comme flashé, j'étais comme, OK, là, il me suit. Puis dans cette arène-là, il y a comme plein de piliers de pierre, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je passe juste à côté d'un pilier de pierre. Puis lui, vu qu'il me suit, puis il est comme imnobulé par moi, il va foncer dedans, puis c'est là qu'il va être stun, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, puis là, ça va les détruire, il va en avoir de moins en moins, puis tout. Ce qui est comme un peu un principe qui se retrouve dans d'autres trucs. Puis là, j'essayais de faire ça, je me trouvais super clever, ça marchait pas pantoute. Puis là, j'ai juste la voix de Dormin qui vient me dire, il faut le tirer dans l'œil. J'étais comme, come on, bro, tirer dans l'œil, c'est quoi, c'est-tu...
Non, ça, j'ai vraiment été déçu. J'étais comme, il y a vraiment une opportunité manquée là, ici. Là. J'ai fait exactement ça. Je m'arrangeais pour qu'il me court après, puis j'étais comme, ok, il y a des piliers, cool. Puis là, j'y contournais, puis j'étais genre, il va foncer dedans, c'est malade, il va tout péter l'espace. Finalement, c'est tiré dans l'œil. Puis quand tu le tires dans l'œil, il perd sa trajectoire, puis il fonce dans un mur X. Puis là, tu peux monter dessus, le stabber, puis tu le refais, tu sais. Ça, c'était un petit peu décevant. Mon impression, finalement, après... Tu sais, c'est un peu ça le principe du podcast, c'est qu'on joue à des trucs dont on a beaucoup entendu parler, puis qu'on se rend compte peut-être que des fois, nos perceptions de ces jeux-là étaient comme... peut-être erronées, tu sais. Mm-hmm. Puis, ouais, c'est comme un jeu avec plein de trucs intéressants où je peux définitivement voir quels éléments de ce jeu-là font en sorte qu'il a eu ce statut un peu culte pour ben du monde, mais que pour des raisons vraiment pratico-pratiques, j'aurais bien de la misère à recommander, tu sais. Comme les contrôles, la caméra, puis tout ça. Des fois, il y a des trucs dans des jeux qui vont être comme... qui vont le rendre plus tough ou plus ardu, puis tu peux comprendre que ça fait partie d'une intention X, là. Mm-hmm. Mais ça, c'est comme... I don't see it, man. Peut-être que je suis trop harsh avec le jeu, là. Je sais pas. Non, mais c'est parce que je pense qu'il faut le voir... Tu sais, moi, je suis un fan de jeux aussi qui sont pas nécessairement super agréables à jouer. Parce que l'expérience en tant que telle de tout ce qui fait de ce jeu-là, en vaut la chandelle, tu sais. Un des affaires qu'on n'a pas parlé du jeu, c'est la bande sonore, là. Je sais pas si on l'a mentionné, là, mais genre, c'est vraiment très prenant. Comme, juste l'intro du jeu, là, et pendant que je setais mon stream, elle roulait en boucle, tu sais, parce qu'il y a comme un cinématique au début que tu peux regarder avant de choisir comme, quand tu veux commencer ta game. Puis cette musique-là est incroyable. Puis chaque boss a sa thématique musicale. Puis il y a tout le temps une espèce de petite... T'as remarqué qu'à chaque fois que tu réussis à te rendre ou à percer le mystère du boss, c'est ton espèce de thème de héros qui embarque. Ou est-ce que là, c'est comme full of beat. Puis t'es genre comme, ah ouais, good job, t'es en train de le faire, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment très cool. C'était très beau. Encore une fois, le jeu est genre, il est magnifique, là, tu sais. C'est comme ça, pas de bon sens. Le travail sur la lumière, tu sais. Est-ce que c'est un jeu qu'il faut faire? Est-ce que ça va rester avec moi? Oui, ça m'a full marqué ce jeu-là. Est-ce que je vais y rejouer? Non, probablement pas. Mais c'est vraiment un truc full... C'est tellement compliqué parce que c'est ultra magistral. Puis genre, je comprends toute l'étendue du jeu puis l'étendue de l'impact que ça a eu sur le jeu vidéo en général. Tu sais, si on pense encore une fois que c'est sorti en 2005. Puis, comme n'importe quoi, la nostalgie, c'est one hell of a drug, là, tu sais. Parle aux gens qui ont joué à GoldenEye quand ils étaient petits, c'est le meilleur jeu de tous les temps. GoldenEye, c'est pas jouable. C'est pas une joke, là. Branchez votre Nintendo 64, essayez de jouer à GoldenEye si vous avez joué à des jeux depuis 20 ans, là, depuis que GoldenEye est sorti, puis vous allez bad tripper. Ils ont pas assez poli le jeu, justement. Shadow of the Colossus, toutes les failles qu'il y avait dans le jeu de base, c'est drôle de les avoir exportées vers ce nouveau port-là, tu sais, qui est incroyablement propre, beau, épuré. Puis là, après, t'arrives, puis il y a des moments où c'est tellement frustrant. Là. Puis c'est des failles qui sont un peu des growing pains de développer certains systèmes qui étaient un peu innovateurs à cette époque-là, tu sais. Les failles viennent du fait qu'il est en train de défricher un peu certains trucs. Ouais. Mais maintenant, ils sont défrichés, ces affaires-là, puis on a trouvé des meilleures manières de les faire. Ouais. Fait que c'est tough de pas de pardonner, mais de passer par-dessus, tu sais. Ouais, c'est très étrange de voir ça, tu sais, je sais pas comme... Il y a plus vraiment de jeu où est-ce que je joue, où est-ce que je me dis, ouf, la caméra... Tu sais, on dirait que c'est vraiment un problème qu'on avait dans le temps, là. Ouais. On dirait que c'est un jeu qui revenait souvent quand tu jouais à des vieilles consoles où est-ce que justement on découvrait ces espèces de technologies-là, puis on était en train justement de les raffiner, là. Je pense qu'on est là, tu sais. En même temps, je suis pas un développeur de jeu, là. Peut-être qu'on va se faire ramasser par la clique, ouais. la clique de gens qui travaillent dans l'industrie. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous sort constamment de l'expérience qui est Shadow of the Colossus, qui est, à travers tout ça, une expérience qui pourrait être phénoménale.
Mais c'est ça. C'est comme tu dis, je le recommanderais pas. Avec des bémols pour des gens comme très gamer, I guess. Là. Mais mettons, un casual guy, je dirais pas comme ouais, tu vas triper, Shadow of the Colossus, trop nice. Ouais. Même juste le jeu de base, c'est quand même très particulier comme expérience. Là, au moins, c'est pas trop long quand même. Moi, ça nous a pris autour de peut-être 7-8 heures chaque. Là. Ouais, non, puis, 100%. Au moins, mettons ce jeu-là, il est gratuit sur PS Plus. Go, tu sais. Essaye-le, puis peut-être que tu vas embarquer full, mais c'est peut-être pas nécessairement un insta-buy pour tout le monde. Là. Ouais. Tu vas-tu essayer de... Tu vas-tu tenter les autres? Ico, Last Guardian? C'est quelque chose que tu vas... Je pense pas, parce que tout ce que j'ai entendu de Last Guardian, c'est que la caméra est infernale puis les contrôles sont encore pires. Encore une fois, c'est ultra... Moi, j'ai jamais joué à Last Guardian, mais Ico aussi, c'est ultra frustrant dans le jeu. Là. Puis c'est aussi des core mécaniques, encore une fois, qui bug énormément. Comme Ico, tu sais, faut que tu tiennes la main d'une princesse là, pour passer les niveaux, tu sais. Ok, fait que c'est comme une escort mission tout le long. Là. C'est comme si tu jouais avec un boulet, là. Tu sais, comme tout le long. Là. Puis, mais ton boulet, des fois, faut que tu le lâches, puis faut vraiment que tu ailles rechercher ton boulet, puis que tu l'amènes partout dans une espèce de mécanique. En plus, c'est comme un ragdoll, là, parce qu'à chaque fois que tu tournes, ça fait juste comme ça de même. Puis Last Guardian, ça semble être la même chose, mais avec un monstre gigantesque qui veut pas t'écouter, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, à quel point est-ce que on doit pardonner ce genre de bévue-là comme au détriment de comme peut-être que certaines personnes vont passer par-dessus une expérience qui ça les aurait comme particulièrement touchés. Ouais, il y a vraiment du monde qui j'ai l'impression que ça a changé leur vie, ce jeu-là. Là. Comme comment qu'ils en parlent, c'est comme il y avait un avant, un après, puis il n'y a rien eu depuis qui les a fait sentir comme ça. Mm-hmm. Je suis comme, guys, c'est chill, là, tu sais, comme... Fait que, non, vraiment, je donnerai pas de note sur 10, parce que je veux pas commencer à donner des notes sur 10 à chaque jeu auquel on va jouer, tu sais. Mais, je pense que c'est un jeu à zioter, si les affaires qu'on a dit vous ont inspiré, mais encore une fois, gardez tout ça en tête, parce que ça peut être vraiment très fâchant. J'ai des clips de moi dans mon stream qui sont très fâchés parce que je suis très fâché. Mais je suis tout de même comme content d'y avoir joué, là, ne serait-ce que pour le rayer de ma liste. Ah, 100%. Puis surtout pour le podcast comme ça, c'est sûr que j'ai remarqué que j'y jouais d'un autre angle aussi, comme j'ai réfléchi à différents trucs. Ultra consciemment. J'ai jamais joué à un jeu où est-ce que j'étais autant en train de me concentrer sur ce que je faisais, qu'est-ce que je fais. Ok, ça marche pas du tout. Puis là, je me mettais des petites notes mentales, là, où la caméra, ça m'énerve, ou que ça m'énerve. Puis là, ça revenait tout le long du jeu. J'étais comme, ça va falloir qu'on parle à quel point ça gosse, là. Mais puis ça a généré une discussion, genre, toute une discussion. Puis j'ai hâte de voir les autres genres de jeux auxquels on va jouer, quel genre de discussion ils vont générer, puis comme où ça va s'en aller, tu sais. Ouais, non, définitivement. Fait que ouais, pour les autres aussi, je pense qu'on s'est comme laissé comme vraiment carte blanche, puis on y est allé comme all over the place, mais je pense que ça marche. Bon, tu veux-tu qu'on passe à la pige? Ben, je sais pas, à moins que tu avais autre chose, là, mais... Non, je pense que, hey man, on a tellement dit d'affaires. Ok, attends, je vais chercher ma petite boîte. Yes, la petite boîte, let's go. Alright, j'ai la boîte avec les petits papiers puis les jeux dedans. Yes. On y va, je brosse. Et le deuxième jeu du grand rattrapage sera... Journey. Fait qu'un petit short and sweet en plus. Vraiment? Oh my god, let's go. Puis je l'ai effectivement dans mon PS4. Je pensais que je l'avais dans mon PS3, mais c'est dans le PS4 que je l'ai. Fait que c'est parfait. Alright, bon, ben Journey. Gros premiers épisodes, Josny. Yes, définitivement. Ouais, vraiment, ça marche. Let's go. Je pense que ça te donne le ton. Merci à ceux qui sont là, parce que il y a du monde qui va écouter ça. On laisse faire. Merci d'être là, merci d'être encore là. En tout cas, merci si vous êtes rendus jusqu'ici. Puis si ça vous intéresse, vous aurez compris que l'idée, c'est qu'il va y avoir au moins 10 épisodes de cette affaire-là si on se rend au bout des 10 jeux qu'on a choisis dans l'épisode 0. Fait que abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify.
On a aussi une version sur YouTube. Yeah. Et puis, si vous voulez participer à la discussion, puis c'est vrai, en fait, ce qu'on espère, c'est que vous voulez participer à la discussion puis nous dire ce que vous avez pensé de ces jeux-là, puis ce que vous avez pensé de ce que nous, on a pensé, puis peut-être qu'on reviendra en feedback dans les autres épisodes sur ce qu'on pense de ce que vous avez pensé de ce qu'on a pensé. Vous pouvez le faire soit... Évidemment, vous pouvez toujours comme laisser des commentaires sur le vidéo YouTube ou... on va sûrement faire des posts de ces trucs-là, mais... il y a une manière de centraliser toutes ces discussions-là, puis je vais laisser Justin en parler parce que moi, je suis comme vraiment noob dans cette affaire-là. On a notre Discord, guys. Vous irez checker ça. On va mettre le lien dans toutes les descriptions là, pour pas qu'on perde, puis que là, je donne une adresse qui est pas la bonne. Mais il va y avoir le lien directement dans toutes les descriptions de nos podcasts, là, peu importe la plateforme où est-ce que vous êtes. Fait que c'est là qu'on va pouvoir avoir tous les channels de discussion par rapport aux épisodes, par rapport aux jeux, par rapport aussi à si vous avez des suggestions de jeux, parce que si éventuellement ça pogne, on va en faire une saison 2. Là. J'ai déjà commencé à trouver mes titres, parce que là, j'y travaille constamment là, maintenant. Là. Fait que, ouais. On est en train de faire l'épisode 1, puis dans ma tête, je suis quasiment déjà plus excité par les jeux que j'ai déjà pré-choisis pour la saison 2. Genre, je suis comme, oh my god, ça va être fou quand on va jouer à ça. Oui, exact. Mais parfait. Cool. Fait que oui, venez jaser avec nous. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi Discord, c'est comme un genre de chat room / forum de discussion. J'en parle comme ça parce que moi, je savais que ça existait, mais je connaissais vraiment pas ça. Là. Mm-hmm. Puis c'est vraiment simple, là, pas obligé de downloader un paquet de trucs puis de se faire des comptes. Là. On va mettre un lien quelque part, puis vous allez pouvoir vous inscrire puis jaser avec nous autres. Yeah. Fait que c'est ça, man. C'est ça. Bravo, premier épisode. Premier épisode done. Yes. On se lance dans Journey, puis on s'en reparle, j'imagine, dans pas long, man. Yes. Ouais, ça ne va pas être trop long, ça. Alright, merci Justini, merci tout le monde. Take care, Will. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao, ciao, man. Ciao. Bye.